Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La Première Guerre mondiale. La fonction de surintendante naît en France des circonstances particulières de la Première Guerre mondiale. Mais un courant d'idées plus large, en faveur des populations les plus démunies, n'était-il pas déjà dans la conscience collective ? On peut le penser car, la paix revenue, la fonction de surintendante s'est développée en élargissant son champ d'action. 1917, année décisive. Les usines d'armement fonctionnent à plein régime et font massivement appel à une main-d'œuvre féminine, main-d'œuvre peu qualifiée qui représente 40% environ du personnel ouvrier. Les ouvrières qui ont pour la plupart d'entre elles de longs trajets à parcourir, laissent parfois leurs enfants seuls au foyer. Elles vivent souvent dans des conditions très précaires, passant 10 à 12 heures par jour à l'atelier. L'inquiétude pour leurs proches et la tension nerveuse s'ajoutent à la fatigue. Albert Thomas s'inquiète de cette situation qui peut avoir des conséquences graves sur la production des fournitures d'armement. D'autant plus que des mouvements sociaux se sont manifestés dans certaines usines. Apprenant que depuis 1913, en Angleterre, les ladies superintendants, adjointes au directeur d'usine, détectent les besoins des ouvrières, repèrent les lacunes de l'organisation du travail et cherchent à apporter des solutions satisfaisantes à ces problèmes, le ministre décide d'envoyer une mission en Angleterre. Cette mission part en novembre 1916. Elle est composée de personnalités diverses. Parmi elles, Renée de Brimont, arrière-petite-fille de Lamartine, femme de lettres et présidente des 101, maison d'édition féministe. Mademoiselle Cuxtom, journaliste féministe. 2 ouvrières travaillant dans les usines d'armement de Puteaux et de Vincennes, dont Madame Roy, ouvrière dans une usine Panhard. À son retour, la délégation française remet au ministère, par les soins d'André Citroën, un rapport de mission, Paturel 2016. Le compte-rendu de la délégation française est diffusé dans les milieux sociaux, notamment à Cécile Brunschvicg, présidente de la section travail du Conseil national des femmes françaises. De son côté, René Lopin de Montmort, frappé par la détresse des ouvrières d'usine, réunit des personnalités déjà engagées dans l'action sociale pour débattre des solutions à trouver. Elles conviennent qu'il faut au plus vite organiser dans les usines des infirmeries, des cantines, des crèches, toute œuvre répondant aux besoins vitaux des travailleuses. Cécile Brunschvicg, faisant la synthèse des débats, propose de former des femmes capables d'organiser, de surveiller sur les lieux mêmes du travail, les services jugés si nécessaires. L'idée de fonder une école est lancée, Albert Thomas et Léon Bourgeois soutenant ce projet. Cécile Brunschvicg regroupera autour d'elle des femmes dynamiques et enthousiastes venant d'horizons différents, mais ayant en commun le sens du social. Henriette Violet, présidente de l'Association des logements ouvriers. Marie Routier, directrice de l'assistance par le travail. Marie Diémé, fondatrice des logements Sanatoria. René Lopin de Montmort de l'Association des infirmières visiteuses, se soucie de préparer des femmes aptes à détecter les besoins essentiels des populations ouvrières, afin d'améliorer leurs conditions de vie matérielle et morale. L'école est créée le 1er mai 1917 à Paris. Les fondatrices, d'une grande ouverture d'esprit, sont très soucieuses de garder leur indépendance et veulent préserver l'association de toute emprise politique ou religieuse. L'école sera donc laïque et autonome. Dès l'ouverture de l'école, une réunion a lieu chaque mois permettant échanges et conseils. Des conférenciers sont parfois invités pour traiter de sujets d'actualité sociale. L'idée de la création d'une amicale se fait jour, mais Cécile Brunschvicg estime qu'une association serait juridiquement plus valable. Aussi, une association est-elle constituée et déclarée le 10 juillet 1917. Elle s'intitule « Association des surintendantes de France ». L'association et son école s'installent au Lycéum Club de Paris, 8 rue de Penthièvre, 8e, grâce à la compréhension et à l'intérêt que leur porte la duchesse d'Uzès. Pendant les 2 premières années, les fondatrices gèrent l'école et représentent l'association. Elles sélectionnent les candidates, organisent les cours, préparent les examens, en un mot dirigent l'école. Chaque fondatrice se voit attribuer un secteur d'activité propre. Cécile Brunschvicg est chargée des relations extérieures. État, ministère du Travail, ministère de l'Armement et de la Propagande. René Lopin de Montmort et Marie Diémé prennent en main l'organisation de l'école. Henriette Violet et Marie Routier se voient confier les relations avec les industriels.
Les débuts sont difficiles malgré l'enthousiasme des fondatrices et l'appui de plusieurs associations à caractère social. Les moyens financiers sont réduits. Ils se composent, outre les frais de scolarité, des cotisations de ses membres et des dons qui peuvent être accordés. Pour promouvoir cette fonction nouvelle, il faut convaincre les différents acteurs, notamment les pouvoirs publics et les industriels. Cécile Brunschvicg s'y emploie activement. Alors qu'Adolphe Pinard veut interdire le travail en usine à toute femme en état de gestation, ou allaitant son enfant ou accouchée depuis moins de 6 mois. Fridanson 1989. L'école souhaite s'appuyer sur d'autres courants d'idées. Le Conseil national des femmes françaises, CNF, et plusieurs personnalités apprécient le projet et le jugent réalisable. Les ministères sont intéressés et s'engagent à faire accepter dans les usines d'État les futures surintendantes. La Confédération générale du travail (CGT), mise au courant, n'y voit pas d'inconvénient. Les industriels, dont André Citroën, sont majoritairement favorables à la création de cette nouvelle profession. 2 préoccupations majeures sont à l'origine de cette attitude: la santé des femmes qui travaillent et le risque d'une chute de la natalité. Contrairement à la coutume, l'association a été présidée, durant les premières années, exclusivement par des femmes. L'école sera quant à elle toujours dirigée par des femmes. Cette direction féminine, apolitique et laïque, n'a jamais provoqué de défiance de la part des pouvoirs publics. L'efficacité de l'association et de l'école ont été très vite démontrées, et le rôle social des surintendantes reconnu. L'association se définit ainsi: l'Association des surintendantes de France prépare des surveillantes aptes à assurer à l'usine le bien-être et la préservation morale des ouvrières. Cette définition semble restrictive, mais il faut se reporter à cette époque particulière où les ouvrières des usines d'armement étaient le plus souvent logées en dortoir dans une promiscuité parfois insoutenable. Dans ce contexte, il fallait faire admettre les règles élémentaires d'hygiène et de respect des autres. Courtelmont, 1994. Le terme surveillante peut paraître impropre, voire inacceptable. Il disparaîtra d'ailleurs rapidement. Il est toutefois employé dans la loi du 5 août 1917, votée à l'initiative d'Albert Thomas, sur le régime des fabrications de guerre et définissant le rôle attribué à la surintendante. Cette loi précise que tout établissement occupant 100 femmes de plus de 15 ans doit avoir une surveillante choisie par le patron, qui sera chargée de l'embauche, de l'affectation au poste de travail, du bien-être et de l'hygiène des femmes, de l'instruction des plaintes. Une circulaire du 29 octobre 1918 complète la loi de 1917 en confiant aux surintendantes le soin de créer et gérer les crèches, chambres d'allaitement et garderies. Dès 1918, tout est dit sur le rôle de la surintendante. Jean Fonbonne, 2001, estime que le rôle dévolu aux surintendantes est l'ébauche de celui qui sera plus tard affecté au service du personnel. Même si des services spécifiques sont créés, la surintendante reste la partenaire et le lien indispensable entre eux. Les premiers statuts de l'association apportent une définition plus complète de ce que doit être la fonction de la surintendante et précisent le but de l'école. Préparer des femmes aptes à créer, surveiller ou diriger les organisations sociales au point de vue du bien-être matériel et de la préservation morale, soit de la population ouvrière des usines, soit de tout autre groupement qui leur serait confié. Article paru dans le Figaro du 9 août 1920. Le rôle lumineux des surintendantes. Il est pénible d'avoir à dire encore ce que sont les surintendantes. Nul ne devrait ignorer le rôle magnifique, encore qu'obscur, qu'elles ont joué pendant la guerre, et qu'elles essayent à travers 1000 difficultés de continuer dans ce qu'on ose à peine appeler la paix. Créées en mai 1917, sur l'exemple de l'Angleterre, les surintendantes d'usine, après un court stage dans une modeste école installée au Lyceum Club, embryon de l'école actuelle, s'en allaient pleines de foi et d'une ardeur presque mystique dans les usines où les appelaient les industriels débordés par une multitude de problèmes d'administration sociale. Aussitôt leur bienfaisante influence ramenait l'ordre, l'apaisement, la gaieté, l'entrain dans la ruche dont le rendement s'accroissait de ce fait notablement. L'intermédiaire entre le patron dont elles connaissaient la pensée, et les ouvrières dont elles savaient les aptitudes, les nécessités, les surintendantes mettaient chacune à sa place, éteignaient les rivalités, les mécontentements, calmaient les inquiétudes, créaient des cantines, des garderies, des pouponnières, s'occupaient des malades, régentaient en un mot,
la difficile tribu féminine avec un doigté et une sympathie qu'on ne pouvait évidemment attendre d'un patron, si bienveillant soit-il, occupé de 1000 autres soucis et responsabilités. Or, on pensait que le rôle des surintendantes se terminerait avec la guerre. Mais les services rendus par elles furent d'un tel prix que les industriels ne veulent et ne peuvent plus s'en passer, et non pas seulement ceux très nombreux qui emploient la main-d'œuvre féminine. Or il advient que l'offre ici dépasse la demande. L'école des surintendantes que dirige, avec une sagacité et un dévouement admirables, Madame Agnès Jacob, et qui s'est installée dans un grand local, 43, rue Pernetti, n'a pas assez d'élèves pour les places qui lui sont offertes. Cela semble à peine croyable et c'est pourtant vrai. Eh bien, il ne peut y avoir qu'une raison à cela. C'est qu'on ignore le rôle de la surintendante, l'école des surintendantes, et peut-être bien les surintendantes elles-mêmes. J'entends dans les milieux où l'on aurait le plus de raisons et d'avantages à ne pas les ignorer, milieu moyen de la petite bourgeoisie, où la femme ayant des loisirs serait désireuse de les employer utilement mais ne sait pas trop comment. Est-ce plus que celle de la surintendante, une activité qui convienne mieux à une femme d'une éducation soignée, d'une instruction un peu relevée, de sentiments nobles et qui mettrait sa fierté à jouer un véritable rôle social ? Placée dans l'usine entre le chef et les exécutants, parfois des deux sexes, la surintendante doit déployer une finesse psychologique et une délicatesse peu ordinaires pour arriver à connaître, sans se tromper grossièrement, l'âme et le caractère des femmes dont elle a la direction morale. C'est à elle qu'incombe l'embauchage et, chose plus difficile, la répartition. C'est elle qui doit apprécier les forces de chacune et les mettre à la place qui convient. C'est elle qui doit intervenir pour qu'on donne aux malades, aux femmes enceintes ou nourrices, le travail le moins fatigant. À elle le souci de créer quand il n'y en a pas, ou de diriger quand il y en a les cantines, les crèches, les pouponnières, les garderies d'enfants, les écoles ménagères. À elle d'organiser les lavoirs, les bains, les visites aux malades. Et n'en a-t-on pas vu déjà dans de grands centres ouvriers s'occuper avec succès des logements, des cités ouvrières, des cinémas et même des terrains de sport. On voit jusqu'où peut s'étendre l'activité pratique de la surintendante. Mais cela n'est rien à côté des qualités morales que requiert cette fonction, j'allais dire cet apostolat. Le mot n'est pas trop fort. Il y faut en effet une âme pleine de pitié, d'altruisme et de dévouement. Si ce n'est que l'espoir de gagner les 6 000 ou 8 000 ou 10 000 francs dont sont rémunérés de tels services qui attirent les femmes à l'école des surintendantes, elles ne feront jamais que de mauvaises surintendantes. Il faut qu'elles voient l'apostolat de cette fonction. La surintendante en effet n'est pas qu'un chef, elle est à la fois une sœur et une mère. C'est à elle qu'on n'hésite pas si elle a compris son rôle, à confier ses chagrins, ses soucis, ses espoirs, ses découragements. C'est elle qui réconforte au bon moment, c'est elle qui donne les raisons de continuer à bien faire, de rester dans le droit chemin. C'est elle qui fait triompher la voix de la conscience et qui redonne la force de lutter encore et de ne point désespérer. Que de plaies, que de blessures qui sont ainsi pensées, que de cœurs réconfortés, que d'âmes sauvées. Ah! Comme il y aurait moins de déchirements, de pleurs, de séparations, d'abandons, d'erreurs si des surintendantes veillaient dans nos hôpitaux et dans nos maisons d'assistance publique. Tel est le rôle éminent de la surintendante. Nos grands industriels se sont si bien rendus compte des services extraordinaires que ces nobles femmes leur rendent que beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu s'en séparer à la paix. D'autres en demandent rue Pernetti. Beaucoup d'élèves de l'école ont ainsi trouvé des situations où les dons admirables de la femme et l'enseignement reçu sous la direction de Madame Jacob leur ont permis de rendre de précieux services et de jouer le véritable rôle social qui convient à la femme. Il ne leur en a coûté que 6 mois de préparation, d'études et de stages pratiques et la minime somme de 150 francs. La maison de la rue Pernetti est moins une école qu'un home familial. Mais elle est plus que cela, elle est un sanctuaire. Christine Tardieu. Dès l'armistice, il apparaît à l'évidence que des difficultés de toutes sortes attendaient les familles qui réintégreraient leur foyer dans les régions dévastées par la guerre. L'association fait donc une démarche auprès du ministre des Régions libérées pour lui suggérer l'idée d'attacher, auprès des préfets, une surintendante chargée de détecter les besoins les plus vitaux de ces populations. Elle aurait pour mission de promouvoir et d'organiser les actions sociales indispensables à la reprise d'une vie normale. Le projet se réalise et les premières surintendantes, appelées inspectrices départementales, entrent en fonction.
Elles agissent sous l'autorité du préfet de région. Leur travail est illimité. Il faut leur adjoindre des infirmières et des auxiliaires sociales. Beaucoup de dispensaires sont créés par elles. À Paris, au ministère des Régions libérées, Hélène Gervais-Courtelmont, surintendante de la première session, dirige l'ensemble des services. Juliette Delagrange, inspectrice départementale pour la région du Nord, prendra la direction du service après la mort accidentelle d'Hélène Gervais-Courtelmont survenue le 12 juin 1922. À cette date, les services chargés de l'administration des inspectrices départementales sont transférés au ministère de l'Hygiène. Rentrée dans son pays, une Américaine, Miss Nichols, venue en France visiter les régions dévastées, organise une vaste collecte en faveur des familles françaises sinistrées. Les fonds recueillis sont remis à Cécile Brunswick, à charge pour elle de les répartir au mieux entre les diverses œuvres mises en place par les surintendantes, inspectrices départementales. Le 1er août 1919, l'école se développant, la première directrice, Agnès Jacob, est recrutée. Surintendante de la première session, elle a travaillé aux usines d'armement de Puteaux. En plus de sa charge de directrice, elle s'emploie activement à faire connaître les surintendantes. Elle donne de nombreuses conférences à Paris, en province, Reims, Troyes et en Belgique. C'est sur ses conseils que l'École centrale de service social belge est fondée en 1920. Un contrat est passé entre les deux structures. L'école des surintendantes assurera certains cours et procurera des stages aux élèves belges auprès des surintendantes en fonction. L'association souhaite renforcer la formation des surintendantes. En sortant de l'école, les élèves sont nommés intendantes. Après une année probatoire d'activité et sur présentation d'un mémoire, elles porteront le titre de surintendante. Si les premières surintendantes furent formées en 3 mois, il s'agissait de femmes d'expérience âgées de 30 à 40 ans, les études passeront successivement dès la 3e session, à 6 mois, 9 mois puis 1 an pour aboutir à 2 ans en 1927. Les cours sont dispensés dans 3 écoles différentes. Progalia, École de service social, École du Gap. La surintendante, chargée de donner des conseils d'hygiène et de prophylaxie, se doit d'avoir les connaissances nécessaires. Le stage d'ouvrière est obligatoire, il dure 6 semaines. L'entre-deux-guerres. La paix revenue, l'action des surintendantes se développe et ne se limite plus à des actions en faveur de la main-d'œuvre féminine, mais prend en charge l'ensemble du personnel de l'entreprise. En particulier, elles surveillent la formation et la bonne adaptation au travail des apprentis. Elles interviennent également dans la création d'œuvres sociales au bénéfice de tous les salariés. Cantine, bibliothèque. Un stage auprès d'une surintendante en activité est exigé pendant la formation. Des surintendantes sont présentes dans le secteur industriel mais aussi dans des entreprises du textile, de l'électricité, de l'alimentation, des grands magasins, des chemins de fer et de l'administration. L'école a aussi besoin de locaux plus vastes. En 1919, l'association loue une maison familiale, 43 rue Pernetti, Paris 14e. La gestion y est assurée par une directrice résidente propriétaire. Des élèves de province y sont accueillis. Au-delà de l'accueil des élèves, l'école dispose de 2 pièces, un bureau et une salle de cours. La maison n'a ni électricité ni chauffage central. Des subventions sont demandées pour améliorer le confort. Dès les premières années, l'association se soucie de créer des bourses d'études destinées aux élèves dont les ressources personnelles sont insuffisantes. Désireuse de préparer des professionnels de qualité, l'école ne veut pas faire de sélection par l'argent. Grâce à une subvention du ministère de l'Hygiène, des prêts d'honneur sont accordés à certaines élèves qui s'engagent à les rembourser dans les 2 années qui suivent leur entrée en fonction. Des surintendantes s'associeront personnellement à cette action. Lors des assemblées générales, le budget de la maison familiale et celui de l'école sont présentés séparément. Aussi, en 1922, Cécile Brunswick estime qu'il convient de donner des règles plus précises à l'œuvre créée en 1917. Elle fait remarquer que depuis sa création, l'association et l'école ont fonctionné en dehors de toute réglementation. Un conseil d'administration est donc formé, comprenant 11 membres, surintendantes et personnalités proches de l'association. Un homme prend la tête du conseil d'administration. Ce conseil élit les membres du bureau. Président Paul-Félix Armand Delille. Vice-présidente
Cécile Brunswick et René Lopin de Montmort. Secrétaire générale, Marie Routier. Secrétaire générale adjointe, Marie Diémé. Trésorière, Henriette Violet. Les 5 fondatrices restent aux commandes. Un comité technique est constitué, composé des professeurs de l'école. Il est chargé d'étudier toutes les questions concernant la formation et d'assurer une coordination entre les disciplines enseignées. La grande ouverture d'esprit de l'association se retrouve dans la composition du conseil d'administration et dans le choix des enseignants. On y rencontre des personnalités diverses telles que Paul-Félix Armand Delille, médecin des hôpitaux, secrétaire général de l'œuvre Grancher. Général Appert, directeur général des ateliers de pyrotechnie de Bourges pendant la guerre 14 à 18, qui accueillit les premières surintendantes. Robert Pinault, vice-président du comité des forges. Pasteur Doumergue. Chanoine Dupin. Jeanne Bouvier, syndicaliste CGT et féministe, conseillère technique au premier congrès international des travailleuses. Madame Malter Cellier du Parti radical. Adolphe Pichon, maître des requêtes au Conseil d'État. Les fondatrices, toujours très actives, s'emploient grâce à leurs relations personnelles avec de hauts fonctionnaires ou des dirigeants de services d'assistance, à obtenir un appui et des aides financières. Un comité d'honneur est mis en place, réunissant des personnalités capables d'apporter un soutien à l'association, et par le choix de ses membres, d'affirmer l'indépendance de l'école. Dans le même but, le conseil d'administration demande que le nombre d'administrateurs soit porté à 24 membres. Le 2 juillet 1923, l'association des surintendantes est reconnue d'utilité publique. À la demande du Conseil d'État, l'association prendra le titre d'Association des surintendantes d'usines et de services sociaux, ce qui paraît plus précis et plus expressif. L'association peut désormais recevoir des dons. Henriette Violet s'est chargée de toutes les démarches pour obtenir cette reconnaissance. L'association, qui s'est créée autour de l'idée originale d'une fonction sociale nouvelle, tient au succès de son entreprise. Pour cela, elle met en œuvre 3 stratégies essentielles. Sélection rigoureuse à l'entrée, sur 67 demandes, 10 acceptées. Faire connaître l'école, conférences, écrits. Placement judicieux des élèves pour assurer leur réussite. La directrice suscite des candidatures auprès des NDUStriels, en leur faisant valoir tous les avantages dont ils pourraient bénéficier en recrutant une surintendante. La démarche d'Agnès Jacob, auprès du groupe Michelin entre autres, sera suivie par d'autres directrices. Les industriels, et en particulier le comité des forges, grâce au concours de Robert Pinault, facilitent le placement des nouvelles promues. La demande dépasse les possibilités de l'école. Certains postes en province ne peuvent être pourvus. L'association des surintendantes est présentée à la Chambre des députés au cours de la discussion du budget du ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance. Ce jour-là, il a été recommandé aux administrations publiques de s'adjoindre une surintendante dans les centres ouvriers qui dépendent d'elle. La presse aussi parle de l'association et de son école. Les articles paraissent dans Le Quotidien, L'Intransigeant, L'Écho de Paris, L'Âme ouvrière française, L'Information ouvrière et sociale, L'Usine, La vie française. D'autres écrits traitent du sujet. Thèse de droit de Pierre Magnier de Maisonneuve sur les institutions sociales en faveur des ouvrières d'usine et parlant de l'association et de son but. Article du commandant U, membre du conseil d'administration de l'école, dans l'Excelsior. Article de Paul Jourdain, ancien ministre du Travail, député du Haut-Rhin dans la France de l'Est. Article du docteur Raymond Molineri dans la revue La Médecine internationale. Étude de Madame Rosenthal dans le Larousse mensuel. Article sur la définition du mot surintendant, dans le dictionnaire encyclopédique qui parle des surintendantes d'usines et de services sociaux. En 1922, l'une des fondatrices, René Lopin de Montmort, réunit à Argeronne, Eure, le premier congrès international de services social. De nombreux pays d'Europe sont présents. De plus, les USA, l'Inde et la Chine sont représentés. Ce succès est un encouragement. D'autres congrès seront organisés dans les années suivantes, Flessinge en Hollande, 1925, auxquels participeront de nombreuses surintendantes contribuant ainsi à faire connaître l'école.
En juin 1925, Agnès Jacob donne sa démission de directrice de l'école pour des raisons de santé. Le conseil d'administration regrette son départ et lui demande de faire partie du conseil d'administration et du comité technique. Mademoiselle Geoffroy, surintendante qui assurait jusqu'alors la direction du centre d'hébergement des réfugiés, Paris 14e, est nommée directrice. Un souci constant traverse l'association, le financement de son école. La maison familiale, rue Pernetti, ne peut plus équilibrer son budget. Augmentation du prix du loyer et occupation insuffisante des chambres. Le transfert de l'école est donc décidé. En 1927, l'école s'installe rue d'Arrault, Paris 14e. Les locaux sont mis à sa disposition gratuitement dans un foyer de l'association Fénelon, dont Yvonne de Coubertin est présidente. Les élèves de province pourront y prendre pension. Les locaux sont plus vastes que ceux occupés précédemment. Les grandes salles du rez-de-chaussée servent de salle de cours. Yvonne de Coubertin entre au conseil d'administration, mais le caractère religieux de l'association Fénelon inquiète celui-ci qui craint que cette cohabitation ne nuise à l'image et à l'esprit de neutralité de l'école. Pour éviter toute confusion, il est décidé qu'avec l'accord de son directeur, l'adresse du siège social de l'association serait fixée au musée social. Le bureau et son secrétariat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.